Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Vous suivez le 13h et vous faites bien. La mort, voilà une notion terrible à accepter. Et pourtant, la mort fait partie de la vie, elle n'est que la fin. Et voilà 40 jours aujourd'hui qu'Amadou Gon Coulibaly a quitté la terre des hommes. Les cérémonies de 40e jour auront lieu ce dimanche. Le Premier ministre et la Première Dame du Mali y prendront part. Cette semaine, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à Sakassou, dans la région de Bouéké, au lancement de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire de lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire a pour ambition d'éradiquer le paludisme d'ici à 2030. Reportage à suivre dans une vingtaine de minutes. Ce que tous les experts redoutaient vient d'arriver. Le vraquier japonais Wakashi au large des côtes sud-est de Maurice, d'où se sont échappées des centaines de tonnes de diesel et d'huile lourde depuis le 6 août, s'est brisé en deux ce samedi après-midi. Les autorités rassurent que cette dislocation du navire n'a pas causé de nouvelles pollutions. Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, a 50 ans. Elle a été créée en 1970, le 20 mars exactement, et elle est détenue à 80% par l'État de Côte d'Ivoire. Le Dimanche Magazine de ce 16 août est consacré à cette entreprise qui fait la fierté du pays. Comment fonctionne-t-elle? Quelle est sa contribution au budget de l'État? Ou comment se fait la répartition des gains aux joueurs? Ces questions, nous les avons préparées à l'intention de M. Dramane Coulibaly, le directeur général de l'entreprise. Ces questions d'ailleurs et beaucoup d'autres encore. Bonjour M. Coulibaly. Oui, bonjour. Très heureux de vous recevoir. Merci. Ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je vous retrouve dans 30 minutes. Ok, très bien. À tout à l'heure. Merci. Voilà 40 jours déjà qu'Amadou Gon Coulibaly s'en est allé. Pour toujours. Ce dimanche 16 août auront lieu les cérémonies de sacrifice du 40e jour, comme le recommande la religion musulmane. Le Premier ministre malien Boubou Cissé et la Première Dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, sont arrivés hier samedi à Abidjan pour prendre part aux obsèques. Cheikh Koné Aboubakar. C'est à 13h40, ce samedi 15 août, que l'avion présidentiel de la République du Mali s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À son bord, le Premier ministre malien Boubou Cissé et la Première Dame, Keïta Aminata Maïga. Ils sont accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Après les échanges de civilité, l'hôte du jour a expliqué les raisons de sa présence en terre ivoirienne. Demande du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour participer aux cérémonies de sacrifice du 40e jour de notre regretté frère et mon homologue, Amadou Gon Coulibaly. Quand son décès est intervenu, c'était un moment particulièrement difficile pour la République du Mali. Nous sommes passés par des turbulences que vous connaissez et nous n'avons pas pu être présents aux cérémonies officielles et aux hommages qui lui avaient été rendus. Nous avons été de cœur et d'esprit avec tous ceux qui ont été ici il y a 40 jours, mais nous avons pensé qu'il était important que nous puissions venir ici aujourd'hui participer à ce sacrifice du 40e jour pour participer aux prières et faire des prières en son endroit afin que son corps et son âme reposent en paix. Décédé le 8 juillet et inhumé le 17 juillet, Amadou Gon Coulibaly repose à jamais à Korogo, sa ville d'origine. Avant cette cérémonie de 40e jour qui marquera la fin des rites traditionnels et funéraires, le COSIM, Conseil supérieur des imams et des affaires religieuses, et le Haut Conseil islamique du Mali ont formulé des prières au domicile de la mère du défunt. C'était hier à Cocody de Plateau, en présence des premiers ministres ivoiriens et maliens. Le compte-rendu de Pargasso reconnaît. Commune de Cocody, résidence de la mère de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le mercredi 8 juillet dernier. Imam, guide religieux, prédicateur, fidèles musulmans, famille biologique et politique de l'ex-chef du gouvernement réunis pour lui rendre hommage. Nous sommes à la veille de la cérémonie des sacrifices des 40e jours du décès de El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Lecture du Saint-Coran, louange, invocation et prêche au centre de cette cérémonie de prière et de bénédiction. Quand l'homme meurt,
son cheminement spirituel ne s'arrête pas. C'est vrai, ce qu'il a fait avant sa mort peut être gardé pour lui, mais on peut l'aider pendant qu'il est dans sa tombe. Donc nous avons donné maintenant le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit que quand quelqu'un meurt et qu'il laisse un enfant vertueux, et cet enfant-là peut faire des prières, il peut même poser des actes qui lui peuvent être bénéfiques. Cette cérémonie d'hommage a vu la participation du président du COSIM, du Haut Conseil islamique et du chef du gouvernement du Mali, du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Nous sommes venus ajouter nos prières à celles de la famille pour implorer le Tout-Puissant afin que notre illustre disparu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, repose en paix. Nous avons fait également des prières pour que Dieu donne la force à sa famille de surmonter cette épreuve difficile. Et nous sommes très heureux de recevoir notre frère du Mali qui a travaillé pendant de longues années avec le Premier ministre Amadou Gon. Et nous saluons leur présence, une marque de solidarité qui nous touche particulièrement. Nous sommes venus au nom du président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, venir rajouter nos prières à celles qui ont déjà été faites par l'ensemble du peuple ivoirien, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accueillir notre regretté Amadou Gon Coulibaly parmi les bienveillants, à côté de lui. Les hommes de Dieu, profitant de l'occasion, ont prié pour la paix, la stabilité et pour une élection apaisée le 31 octobre prochain. Les cérémonies du 40e jour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont donc eu lieu ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Ainsi que vous pouvez le voir sur ces images, c'était en présence du président de la République Alassane Ouattara et d'une importante délégation malienne comprenant le Premier ministre malien et la première dame de ce pays frère, ainsi qu'une délégation d'hommes religieux maliens et guinéens. Le reportage complet à suivre ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. Accepter la mort permet de ne pas perdre de temps et de vivre pleinement sa vie. Amadou Gon Coulibaly a vécu pleinement sa vie. Il est décédé le 8 juillet dernier, laissant la Côte d'Ivoire entière dans la consternation et dans l'abattement le plus absolu. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, la terre de ses ancêtres, c'est hier nuit qu'a débuté la cérémonie de 40e jour de son décès. Ensuite, la correspondance d'Ami Sissoko. Plus d'un mois que l'ex-premier ministre El Hadj Amadou Gon Coulibaly est décédé. Témoignages, bénédictions et prières sont toujours adressés à Allah pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Pour la cérémonie marquant le 40e jour de son rappel à Allah, parents, familles, alliés, autorités administratives, politiques, chefs coutumiers, amis et connaissances prennent part à la lecture intégrale du Saint-Coran ce samedi nuit à la place Bondala au quartier Soba. Il n'y a rien sur cette terre qui mérite le Coran. C'est pourquoi chaque fois on récite le Coran pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il accepte le pardon pour notre Premier ministre, que Dieu le pardonne et que son âme soit en paix. 40 jours après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, l'émotion est toujours palpable. Nous sommes toujours sous le choc. Mais il faut, dans la foi, trouver les ressources nécessaires pour continuer à vivre, continuer à honorer sa mémoire. Et c'est l'occasion, à ces cérémonies du 40e jour, de continuer à prier le Tout-Puissant, à qui nous appartenons tous et à qui nous retournerons tous, pour qu'il prenne pitié de l'âme de notre défunt frère. Des prières ont été aussi adressées à Allah pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. À la fin de la cérémonie, une pluie s'abat sur Korogo
comme pour dire que les prières et bénédictions pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, El Hadj Amadou Gon Coulibaly, sont exaucées. À quelques 170 km de là, au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la ville historique de Kong, les religieux et l'ensemble des populations font également des prières. Des prières pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly, mais aussi pour le président Alassane Ouattara. Le témoignage de Kader Sogodogo, RTI Boaké. Mosquée historique de Kong, lecture coranique, chapelet égrené, l'imama et les fils de la localité sont en prière pour la Côte d'Ivoire. Cohésion sociale et paix, des ingrédients nécessaires pour le développement du pays. Des prières élevées à l'endroit d'un des leurs, le président de la République Alassane Ouattara, pour qu'il ait la force de conduire le navire ivoire à bon port. Nous avons prié pour son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, illustre et digne fils de Kong, qui, par ses réalisations, par ses œuvres, incarne, symbolise, plus que tout autre, le véritable amour pour la Côte d'Ivoire, le véritable amour pour les Ivoiriens. Nous avons prié pour que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux soit son bouclier et sa boussole dans l'œuvre de construction immense qu'il devra continuer pour le bonheur des populations ivoiriennes et pour la construction d'une nation forte, prospère et solidaire. Des prières depuis Kong pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 40 jours après son décès, et pour l'actuel premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour le repos de l'âme de notre très cher regretté, Feu Excellence Amadou Gon Coulibaly, qui nous a quittés. Nous avons également prié pour le Premier ministre, pour que le Seigneur Tout-Puissant le guide et le glorifie dans sa nouvelle mission. Nous avons aussi prié pour notre frère, le ministre Téné Brahima Ouattara, président de la région du Tchologo, acteur majeur par excellence du développement et de la cohésion sociale dans le Tchologo. Une action de l'imama de Kong à laquelle s'associe le clergé catholique. Que cet apaisement gagne le cœur de tous les filles et fils de ce pays pour que véritablement le processus électoral que nous abordons puisse se passer selon la volonté de Dieu. Après les prières, vent et pluie sur Kong et une bonne partie des localités environnantes. Les populations ont traduit cela comme l'acceptation des prières par Dieu. Et le monde a aussi besoin de prières. Des prières pour être débarrassé du nouveau coronavirus, des prières mais aussi de l'action. Il faut appliquer les gestes barrières. 21 460 000 personnes sont malades de Covid à travers le monde. Le virus en a déjà tué 770 000. Les chiffres effraient et pourtant la maladie continue de se propager. Ici en Côte d'Ivoire, on a enregistré ces dernières 24 heures 63 nouveaux cas d'infection, portant le nombre total de malades à 16 993 avec 108 décès. Portons nos masques, lavons-nous les mains à l'eau et au savon, évitons les embrassades et gardons la distance avec les autres. C'est à ce prix-là que nous ferons reculer le virus. Ce virus qui fait éclater au grand jour de profondes inégalités. Cette situation de crise sanitaire est donc l'occasion de prouver la solidarité des concitoyens, la solidarité des amis. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de recevoir un don d'équipements, de produits d'hygiène et de matériel de protection. C'est un don de l'organisation Médecins du Monde d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Salima Toudia. Médecins du Monde, solidaires à l'État de Côte d'Ivoire dans la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. L'ONG médicale de solidarité internationale a fait don d'équipements d'une valeur de 80 millions de francs CFA destinés à 22 structures sanitaires d'Abidjan pour lutter contre le coronavirus. Ces dons sont composés des équipements de protection individuelle, des produits d'hygiène et de matériel médical. Cela renforcera la capacité de ces centres de santé dans la lutte contre la Covid-19. En outre, face à cette pandémie qui n'a pas de frontières, seule notre capacité à agir ensemble permettra de faire face. Cette crise sanitaire souligne l'importance de renforcer les systèmes de santé,
public afin qu'il soit solide, efficace, bien géré et accessible à tous, pour être en mesure de répondre aux besoins prioritaires en santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rappelé les actions menées par l'État et a rassuré le donateur de la bonne répartition du don aux structures bénéficiaires. Créé en 1980, Médecins du Monde intervient en France et à l'international afin de soigner les populations les plus vulnérables, les victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles. Les mesures de protection contre le coronavirus ont été largement diffusées, mais la sensibilisation doit se poursuivre pour arriver à vaincre le monstre. Des jeunes bénévoles de l'organisation YouReport ont pris leur bâton de pèlerin. Le week-end dernier, ils ont investi le grand marché de Treichville pour inviter les commerçants et leurs clients à l'application stricte des gestes barrières. Didier Nguessan, reportage. Grand marché de Treichville. Une trentaine de jeunes bénévoles sensibilisent sur le respect des mesures anti-Covid face au relâchement des populations à les observer. Les gens ne portent plus le masque, les gens ne se lavent plus les mains, les gens ne respectent plus la distanciation sociale. Donc les YouReport ont décidé de venir faire la sensibilisation pour dire à toute la population, c'est vrai, le gouvernement a allégé les mesures barrières, mais le coronavirus est toujours présent. Et il faut toujours se protéger pour éviter que le virus se propage par nous. Ruth et Gendo s'activent au sein de cette organisation de bénévolat appelée YouReport. Lavage des mains, lavage des mains et le port du cache-nez. C'est les mesures qui sont les plus essentielles. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 2 400 000 jeunes YouReporters âgés de 14 à 35 ans à vouloir impacter positivement leur environnement à travers des actions sociales volontaires. En tant que jeune, je me suis engagée dans le bénévolat d'abord pour avoir une première expérience et aussi pour pouvoir donner de moi, pour pouvoir donner de mes compétences à ma communauté en fait. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on doit attendre tout venant de nos autorités. En tant que jeunes, on peut être des remparts. En tant que jeunes, nous ne sommes pas épargnés, c'est vrai, mais nous souhaitons apporter de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Voilà, de par la sensibilisation. Donc c'est dans cette optique-là que je me suis lancé dans le bénévolat. Mettre son temps et son énergie au service d'une cause sociale sans rien attendre en retour, le bénévolat trouve dans l'ensemble un écho favorable auprès des personnes sensibilisées. Quand on fait du bénévolat, forcément en retour, on a quelque chose en retour, un gain. Pas financier, mais soi-même, on retient quelque chose de ce qu'on a fait. Et ça incite d'autres jeunes aussi à vouloir faire comme ceux qui ont fait du bénévolat. Je pense que le bénévolat, c'est quelque chose à encourager, afin que les jeunes puissent créer un changement positif dans la société. Mise en place par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement ivoirien, l'objectif de YouReport Côte d'Ivoire est de créer un dialogue positif entre les jeunes et les preneurs de décision. Le coronavirus est mortel, il mobilise toutes les attentions, mais attention au paludisme qui tient à garder sa place de grand tueur. C'est l'infection parasitaire la plus fréquente dans le monde qui fait des centaines de milliers de morts chaque année. En Côte d'Ivoire, rien qu'en 2019, plus de 1600 personnes en sont mortes. Il faut donc éradiquer le paludisme en Côte d'Ivoire et l'ambition de l'État, c'est d'ici à 2030. Un vœu donc cher au gouvernement et cela passe par une campagne de pulvérisation intradomiciliaire qui a démarré à Sakassou. Kader Sogodogo, RTI Boaké. En 2019, le paludisme a tué en Côte d'Ivoire 1641 personnes. Le nombre de malades était de 4 777 000. Le pays, aujourd'hui, s'est engagé à éradiquer cette maladie endémique d'ici 2030. Sakassou, dans la région de Boaké, et Nassian, dans la région du Bunkani, classée zone rouge, bénéficie d'une campagne de pulvérisation intradomiciliaire. Dr Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a choisi justement Sakassou pour le lancement de l'activité. Il se trouve que le paludisme reste le premier problème de santé publique en Afrique. Et dans notre pays, une des principales causes de mortalité reste le paludisme. Il représente un tiers des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. Pour faire face à cette situation, le gouvernement ivoirien, en plus de la subvention du Fonds mondial, mobilise depuis 2018 auprès du gouvernement américain environ 13 milliards de francs CFA pour renforcer les interventions et maintenir
la gratuité des soins. La Côte d'Ivoire a donc décidé, comme d'autres pays, d'éliminer le paludisme. L'élimination du paludisme signifie l'interruption de la transmission locale du paludisme de la maladie dans notre zone géographique. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du peuple américain à travers le financement PMI, un montant annuel de 12 milliards de francs CFA pour l'accompagner dans sa volonté de tuer le paludisme. La pulvérisation intradomiciliaire consiste à appliquer un produit insecticide dans divers endroits d'une maison pouvant abriter des moustiques. C'était un reportage de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Le 10 août marque la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil. Une question qui touche tant aux droits humains qu'aux conditions de la démocratie et d'un développement durable. En Côte d'Ivoire, l'édition 2020 a été célébrée dans la sous-préfecture de Songon dans un contexte de Covid-19. Le reportage de Sidonie Davila. La journée africaine de l'état civil célébrée le 10 août dernier est à sa 3e édition en Côte d'Ivoire. Une édition fortement marquée par la pandémie à coronavirus. La célébration de Songon a de ce fait été consacrée à la question de l'enregistrement des faits d'état civil et statistiques de l'état civil en situation d'urgence. Pour l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, le principal organisateur de cette commémoration nationale, il importe, au moment où la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la réforme de son système d'état civil, de réfléchir ensemble sur la prévalence de l'état civil dans les situations d'urgence. À cet égard, le directeur général de l'ONESI annonce le déploiement prochain des méthodes automatisées de collecte de données à travers la technologie numérique, réduisant ainsi les déplacements des populations. Également souligné par Kafana Nyena Sitioni, la nécessité de l'établissement d'un lien entre l'état civil et les services de santé maternelle et infantile, ce qui permettra d'assurer la continuité de l'enregistrement des naissances même dans les situations d'urgence. La cérémonie commémorative de la journée africaine de l'état civil en Côte d'Ivoire a été marquée par la remise d'extraits de naissance avant une visite à la maternité de Songon, suivie des déclarations d'enfants et de remise de kits. Le coronavirus n'a pas empêché non plus la récompense du travail bien fait. Le mérite est toujours salué. Les meilleurs élèves du prix Félix Houphouët-Boigny, édition 2020, ont été primés le week-end dernier dans la commune de Koumassi, au sud d'Abidjan. Ce prix, initié par le Conseil ivoirien de la jeunesse, a pour objectif d'inciter les élèves de Côte d'Ivoire à cultiver l'excellence. Issa Yeo était présent à la cérémonie de récompense pour RTI. Un prix Félix Houphouët-Boigny décerné aux meilleurs élèves de la 6e à la terminale des collèges et lycées de Côte d'Ivoire. C'est une tradition qui dure depuis 23 ans. Une initiative du Conseil ivoirien de la jeunesse. Cette année, les meilleurs élèves ont été récompensés. Je suis très heureuse. J'ai eu ce prix. Je souhaite devenir médecin pour sauver des vies. Pour les initiateurs et personnalités, il est important de promouvoir l'excellence au sein des établissements du pays. L'excellence, c'est d'abord un élément majeur de tout être humain qui veut vraiment évoluer et qui veut avancer. Et c'est de ça que nous nous inspirons pour rechercher les talents dans les établissements. Je suis là en tant que soutien à l'éducation nationale pour donner de l'espoir à la jeunesse, aux élèves et leur dire que l'excellence doit guider tous leurs regards, tous leurs pas. Cette année, du fait du coronavirus, le prix n'a pu prendre en compte les établissements de l'intérieur du pays. Seuls les collèges et lycées du district d'Abidjan ont pu participer à ce prix d'excellence. Autre lieu, autre cérémonie de distinction. Ils sont au nombre de 12. Ces membres du Lions Club qui ont été distingués cette semaine par Ramat Ali Bakayoko. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant leur témoigne ainsi sa reconnaissance pour avoir servi les populations dans l'altruisme véritable. Patricia Oumouitia. Commandeur dans l'ordre national et chevalier dans l'ordre national. Des prix décernés aux membres du Lions Club international pour valoriser les réalisations exceptionnelles des Lions.
À travers tout ce que nous réalisons, nous nous rendons compte que l'impact arrive jusqu'à la reconnaissance de l'État. Mais je ne peux que vous traduire notre émotion, notre joie. Au cours de son mandat, 174 bénévoles ont rejoint l'association et 651 000 personnes ont été impactées par les activités du Lions Club, selon le PAS gouverneur du district 403 A2. Nous sommes aujourd'hui en fin de mandat. Nous avons atteint et largement dépassé nos objectifs. Nous sommes les premiers du district Afrique et nous comptons dans le monde entier. Selon la présidente de la cérémonie, le gouvernement trouve un écho favorable auprès des clubs services, avec comme devise « Avec humilité, nous servons », les axes prioritaires du mandat du PAS-gouverneur Christiane Duncan ont été atteints. Permettez-moi de relever une action phare initiée par votre association au profit de mon département. Il s'agit du projet Rue Lyon, qui permettra de recueillir des jeunes de la rue et à terme de contribuer à leur réinsertion familiale et sociale. C'est dans cette perspective que les Lions et Léo du district 403 A2 ont impacté positivement la vie d'au moins 500 000 personnes en réalisant 500 activités de service. On a aussi une page économie dans ce journal. En cette période de crise sanitaire, les commerçants de Côte d'Ivoire ont payé un lourd tribut. Mais l'État a trouvé le moyen de sécher leurs larmes. Il dispose désormais d'une ligne de financement de 4 milliards de francs CFA, de quoi relancer leurs activités, des activités qui ont pris du plomb dans l'aile du fait de la pandémie de Covid-19. Le crédit Soutrali est une réponse des pouvoirs publics aux problèmes de financement régulièrement exprimés par les commerçants. Seule condition à remplir pour les opérateurs économiques candidats au crédit, être détenteurs de la carte de commerçant dont la vocation est de rassurer les banques. Cette preuve matérielle, concrète de l'utilité de la carte professionnelle des commerçants nous autorise à inciter les acteurs du commerce à s'approprier le processus en se faisant établir leur carte massivement partout en Côte d'Ivoire. Pour ce projet, l'Union nationale des coopératives de crédit de Côte d'Ivoire a mis à disposition une ligne de 4 milliards de francs CFA. Les chèques octroyés aux 100 premiers bénéficiaires représentent pour cet établissement de microfinance un peu plus de 167 millions. Les allocations individuelles vont de 200 000 francs CFA à 2 millions à rembourser sur 6 à 12 mois. Cet engagement, c'est surtout celui d'un réseau de 135 agences reparties sur l'ensemble du territoire national, avec une zone d'intervention rurale, semi-rurale et urbaine que nous mettons au service de nos braves commerçants. Dans le cadre de la pandémie mondiale, le fonds de soutien aux acteurs du secteur informel mis en place par le gouvernement a alloué une subvention d'environ 3,8 milliards à l'économie souterraine, dont 50% issus du secteur du commerce. Cette cérémonie est le résultat de notre politique de modernisation de l'activité commerciale et également du processus de formalisation des acteurs du commerce opérant dans l'informel par la délivrance effective de la carte professionnelle de commerçant. Suleiman Diarra-Souba invite les bénéficiaires à se faire l'écho de l'initiative auprès des autres commerçants et surtout à rembourser les prêts dans les délais impartis. Ces dernières années, l'État ivoirien a engagé plusieurs réformes visant à améliorer la gouvernance des sociétés d'État et des entreprises à participation financière publique. Au titre de ces réformes, le renforcement des capacités des administrateurs des entreprises publiques, dont la première promotion vient de finir sa formation. Après 9 mois de formation, ces administrateurs de sociétés publiques reçoivent les certifications des mains du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Grâce à un programme de renforcement de capacités piloté par la Direction générale du portefeuille de l'État, ces administrateurs sont désormais mieux outillés pour rendre plus performantes leurs entreprises respectives. On va assurer cette gouvernance avec efficacité et faire en sorte que les entreprises publiques aussi soient des entreprises performantes qui soient capables de procurer à l'État les réponses adéquates à ses besoins de financement des services socio-économiques. Ce qu'on a appris permet de dire que c'est très important le rôle qu'on est amené à jouer. Je parle de tous les administrateurs, de tous les PCA. Nous avons une base plus solide d'intervention
dans la gestion de nos sociétés. Et cela n'apportera que du bien à notre Côte d'Ivoire qui, par le passé, péchait par le manque de performance des sociétés étatiques. 282 auditeurs forment cette première promotion du programme de certification des administrateurs des entreprises publiques. Les 3 modules enseignés sont gouvernance d'entreprise, comité d'audit et environnement de contrôle, enfin stratégie et gouvernance. Ce programme de certification vise à apporter des réponses appropriées à certaines problématiques propres au secteur parapublic, notamment les difficultés liées à la gouvernance des sociétés publiques, à la gestion des risques et à l'évaluation de la performance et à la définition et la mise en place de stratégies de gestion. Dans la mise en œuvre du dispositif de perfectionnement des entreprises publiques, la professionnalisation du mandat d'administrateur me paraît incontournable. Les formations que vous avez suivies constituent une première étape dans notre dynamique de professionnalisation des conseils d'administration. Moussa Sanogo annonce que cette formation va s'étendre aux directeurs généraux des sociétés d'État et des entreprises à participation financière publique. Cette première expérience enregistre un taux de satisfaction de 97%. Pour autant, les auditeurs souhaitent la pérennité du programme avec des modules adaptés à la spécificité des secteurs d'activité. C'était un reportage de Mahma Traoré et Zakaria Traoré. C'est l'heure du magazine du dimanche. Notre invité est le directeur général de la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Dramane Coulibaly. Il nous a rejoint en plateau. Il est installé, très bien installé. Merci encore, monsieur le directeur général. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord suivre un élément vidéo, puis on revient pour échange. Le 26 juin dernier, 13 pays africains, tous membres de l'Association des loteries d'Afrique, ALA, ont confié la destinée de leur association à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire à travers son directeur général, Dramane Coulibaly. Élu pour un mandat de 4 ans, le tout nouveau président de l'ALA aura la lourde tâche de défendre les intérêts de l'association au plan régional et international. Un challenge ambitieux, mais pas impossible pour Dramane Coulibaly qui réalise depuis sa prise de fonction à la tête de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire des performances remarquables. Le chiffre d'affaires est ainsi passé de 77,12 milliards en 2017 à 92,9 milliards en 2018 et à 205 milliards de francs CFA en 2019. Des performances qui permettent à l'institution de jouer pleinement son rôle d'acteur de développement à travers la réalisation d'investissements dans les domaines de la santé, du social et de l'éducation. Ainsi, de 2015 à 2019, près de 3 milliards de francs CFA, dont 1,5 milliard de francs CFA au titre de l'année 2019, ont été affectés à la réalisation d'œuvres à travers le pays. Dans cet élan, la LONASI a célébré cette année 2020 son cinquantenaire placé sous le signe de l'optimisme et de l'innovation technologique. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Ainsi, un plan stratégique de développement, PSD, a été élaboré. Il a pour objectif de faire entrer la LONASI dans une nouvelle dynamique, avec pour socle la numérisation de l'exploitation dans les points de vente, c'est-à-dire aller encore plus loin dans la digitalisation et offrir plus de possibilités aux parieurs. De 2015 à 2019, plus de 300 milliards de francs CFA ont été distribués aux gagnants. Le processus de digitalisation en cours pourrait augmenter cette manne. Monsieur le directeur général, oui. Comment se porte la LONASI? Oui, merci, M. Bamba Hamza. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui m'a fait l'honneur de me confier la destinée de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire depuis juillet 2017. Ma reconnaissance va aussi à l'endroit du gouvernement à travers le ministre de l'Économie et des Finances et du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Depuis l'époque de l'ancien Premier ministre M. Amadou Gon Coulibaly, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, dont c'est le 40e jour aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour prier le Seigneur de l'accueillir dans son paradis Firdaus. Et la reconnaissance va aussi à l'endroit
du conseil d'administration. Le conseil d'administration et l'ensemble des administrateurs de la LONASI. Et pour terminer, je n'oublierai pas tous les collaborateurs qui nous assistent toujours. Et c'est tout cet ensemble-là qui a milité à ce que la LONASI se porte bien, c'est ça? Oui. Elle se porte bien? Oui, oui. En tout cas, je peux dire aujourd'hui que la LONASI se porte bien. Parce que d'abord, elle accomplit très bien sa mission qui est d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté à travers la réalisation d'ouvrages scolaires et sanitaires, et aussi de faire en sorte que la fraude ne sévit pas toujours, parce que vous savez que la loterie nationale détient le monopole de l'organisation des Jeux en Côte d'Ivoire. Nous allons y revenir, Monsieur le Directeur Général, si vous le permettez. Dites-nous déjà, quel est le fonctionnement de votre entreprise? Le fonctionnement de l'entreprise est basé, comme on l'a dit tout à l'heure dans les reportages, sur un plan stratégique de développement. PSD. Voilà, et ce plan stratégique de développement est évalué périodiquement, chaque trimestre, je peux le dire. Et depuis 3 ans, nous voyons l'évolution progressive du chiffre d'affaires. Donc, je peux dire que la LONASI se porte très bien. Depuis 3 ans que vous êtes aux affaires, depuis juillet 2017. Voilà. C'est quoi l'impact de la LONASI? Vous avez parlé tout à l'heure de la réalisation d'œuvres d'écoles, de centres de santé. L'impact de la LONASI sur l'économie, c'est lequel? Quel est votre rapport au budget de l'État? L'impact de la LONASI sur l'économie de la Côte d'Ivoire est visible, puisque nous contribuons fortement au financement du budget de l'État. Fortement, c'est-à-dire quoi? Fortement, c'est-à-dire depuis 3 ans, depuis ces 3 dernières années, je peux dire que nous avons apporté à peu près 12 milliards comme contribution au budget de l'État. Cette contribution se fait comment? C'est en fait le paiement, c'est-à-dire du monopole le fait d'avoir le monopole de l'organisation des Jeux. La LONASI paye des redevances à l'État. Des redevances qui vont de l'ordre de 10% sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires net, voilà, ou brut? Le chiffre d'affaires, malheureusement, brut. Malheureusement pour qui? Pour la LONASI? Malheureusement, brut pour la LONASI, puisque notre souhait serait que ce chiffre d'affaires-là, après paiement des gains, c'est-à-dire après le paiement des gains, le 10% soit appliqué sur le chiffre d'affaires net. Mais malheureusement, ça c'est depuis la création de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, c'est le chiffre d'affaires brut qui est taxé. Voilà. La LONASI a 50 ans aujourd'hui. Si on vous disait, après 50 ans d'existence, qu'est-ce que vous avez apporté de façon concrète à la Côte d'Ivoire? Vous direz quoi? De façon concrète, nous avons continué d'accomplir notre mission, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire des réalisations. Il y en a combien aujourd'hui? À ce jour, il y en a combien des écoles, des centres de santé? Avant 2015, nous étions à moins de 600 millions de dépenses, de dépenses par rapport aux réalisations sociales. Oui. Et depuis l'année dernière, nous Et c'est dans vos cahiers de charges déjà, il faut le dire, hein, la réalisation d'œuvres sociales. Oui, c'est dans nos cahiers de charges, oui, puisque la LONASI a été créée pour cela aussi. Oui. Voilà. Donc, depuis l'année dernière, je peux dire, nous sommes passés à 2 milliards d'œuvres sociales. 2 milliards d'œuvres sociales à réaliser chaque année. Donc, ça, c'est dans la construction d'écoles. Donc, on accompagne le ministère de l'Éducation nationale. Nous accompagnons aussi le ministère de la Santé à travers la construction de dispensaires et de centres de santé. Nous faisons aussi des réalisations dans le cadre de l'eau potable. Donc, nous réalisons
des châteaux, tout ça. Oui. Et aussi, nous offrons des ambulances. Des ambulances à toutes les régions qui en font la demande. Qui en font la demande. La LONASI, c'est un capital de 400 millions de francs CFA, avec 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. C'est un taux de croissance quand même de 124%. Oui, il faut dire que jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2019, on était à un le taux de croissance était de 20%. À peu près de 20%. Voilà, 20%. Et depuis l'avènement du loto, nous avons réalisé de 2018 à 2019 un taux de réalisation de 124%. D'accord. Et avec toute cette manne, tout cet argent, comment se fait la répartition des gains? Bon, il faut dire que la répartition des gains se fait de façon progressive, c'est en fonction des jeux. Oui. Parce que vous avez, tous les jeux n'ont pas le même taux de distribution. D'accord. On va parler spécialement du Loto Bonheur, qui est votre jeu le plus prisé en ce moment. Oui, le Loto Bonheur, effectivement, vous le dites, c'est le jeu le plus prisé actuellement, parce que grâce à ce jeu qui fait à peu près 70% du chiffre d'affaires de la LONASI, nous avons réussi à renverser la tendance, puisque jusqu'à l'avènement du loto, c'était le PMU qui détenait le leadership des produits de la LONASI. Et le PMU faisait à peu près 90 à 95% du chiffre d'affaires. Et cela constitue un risque. Oui. Constitue un risque parce que ce n'est pas un produit qui était... c'est un produit importé, je peux le dire. Oui. Et les jeux se font les courses se font sur les hippodromes à l'extérieur. Et en temps d'hiver, voilà, comme le coronavirus, par exemple. Voilà, par exemple, le coronavirus nous a beaucoup impacté puisque tous les hippodromes étaient fermés. Voilà, les chevaux ne couraient plus. Donc la LONASI a perdu à peu près 9 milliards pendant cette période. Mais aujourd'hui, avec le loto qui est maîtrisé, donc nous avons 4 tirages journaliers. Bon, je ne vais pas citer les heures, ce n'est pas la peine. Donc ces 4 tirages nous permettent de gagner de faire à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. La LONASI gagne, mais les joueurs également gagnent parce qu'ils remportent à peu près 200 parce que le loto, contrairement au PMU qui est un jeu mutuel, c'est-à-dire que les joueurs mettent l'argent ensemble et puis ce chiffre d'affaires, ces gains sont répartis entre ceux qui ont gagné. Ça veut dire que si c'est une seule personne qui a gagné, c'est lui qui prend la cagnotte. Bien sûr. Contrairement au loto, c'est un jeu à la cote. Ça veut dire que quand vous jouez, déjà, vous savez qu'en mettant 1000 francs, vous pouvez gagner 240 000. 240 000 francs donc de gains. Le pari mutuel urbain a été détrôné par le Loto Bonheur. On parle aussi de fraude dans ce domaine. Mais oui, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je veux dire, si les joueurs vont vers d'autres jeux ou d'autres pays, par exemple, d'autres jeux, d'autres pays, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils y gagnent leur bonheur? Est-ce que ce n'est pas parce que quelque chose manque ici en Côte d'Ivoire? Oui, on peut l'observer en fonction des jeux. Quand vous prenez par exemple le PMU, le fait que les courses, les jeux, ce soit un jeu importé, donc les gens ont la possibilité de créer des comptes de jeux et de jouer sur des hippodromes à l'extérieur. Bon, maintenant, quand vous prenez aussi le loto, pendant longtemps, a fait l'objet de fraude parce que le loto ghanéen, ce qui sévissait en Côte d'Ivoire ici jusqu'à il y a 2 ans, que nous avons pu détourner le loto ghanéen, nous avons fait reculer le loto jusqu'à ses derniers retranchements. Et le loto nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'apporter quelque chose de comme, en tout cas par an, 9 à 10 milliards de francs CFA à l'État. Oui. Ce jeu, tout cela échappait au fisc. Voilà. Maintenant, alors, comme la LONASI est une société organisée, la LONASI paye des redevances. Voilà, donc ce qui fait que le loto est maîtrisé. Vos défis aujourd'hui, ce sont lesquels?
Le défi aujourd'hui, c'est la digitalisation. Nous sommes en plein processus de digitalisation. Donc, nous voulons permettre à chaque Ivoirien de jouer de son lieu de travail, de sa maison, de son domicile. Le coronavirus, malheureusement, heureusement pour nous d'ailleurs, nous a permis de savoir qu'il faut aller à la digitalisation le plus rapidement possible. D'accord. Et vous êtes le président de l'Association des loteries d'Afrique, une fierté certainement pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que cette nomination nous apporte concrètement à notre pays? Très rapidement. Ma nomination en tant que président de l'ALA, je voudrais profiter de votre question aussi pour rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur qui était le directeur général de la Loterie nationale du Sénégal et qui a passé à peu près 6 ans à la tête de cette institution et qui a réalisé beaucoup de chantiers. Aujourd'hui, l'association des loteries d'Afrique que je prends a pour mission essentielle de fédérer, c'est-à-dire d'amener, d'étendre l'adhésion des autres loteries à chose. Et cela nous permet aussi de renforcer le rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire en tant que directeur général de la LONASI et président de l'Association des loteries d'Afrique. Merci. Voilà, donc, et on a tous une bonne raison de jouer. On a tous une bonne raison de jouer. Merci, monsieur. En conclusion, je voudrais dire, avant de quitter votre plateau, allez-y rapidement. Il faut voir la LONASI aujourd'hui comme un véritable moteur de création de richesses. D'accord. Voilà, parce que la LONASI crée des emplois. Nous en avons créé près de 20 000 ces dernières années. La LONASI crée des emplois, la LONASI paye des gains aux joueurs. La LONASI paye des gains aux joueurs. La LONASI réalise des œuvres sociales. Merci. Donc, c'est vraiment autant d'éléments qui permettent d'apporter vraiment de la richesse, de contribuer la richesse de la Côte d'Ivoire. Merci, M. Koulibaly, de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci, M. Koulibaly. Dramane Koulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Vous êtes venu nous parler de votre entreprise, mais aussi de votre nouveau titre de président de l'Association des loteries africaines, des loteries d'Afrique. Merci de votre disponibilité et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Moi, je vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, avant de nous dire au revoir, sachez que le scénario tant redouté s'est finalement joué hier au large des côtes sud-est de Maurice. Le MV Wakashio, navire japonais de transport de marchandises, échoué le 25 juillet sur un récif, s'est brisé en deux. La déchirure de la coque était de plus en plus visible de la plage et comme attendu, le Wakashio s'est brisé. Les autorités ont rassuré la population. Cette dislocation du navire n'a pas causé de nouvelles pollutions, mais d'importants dispositifs ont été déployés pour contenir une éventuelle nouvelle marée noire. Ce journal est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris grand plaisir à le regarder. Pour nous, c'était en tout cas un bonheur de vous le présenter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur RTI 1, votre chaîne préférée. Il n'y a pas mieux ailleurs.